Nous sommes toujours dans la troisième séquence du programme d'histoire de la classe de 4e intitulée « Les temps forts et les enjeux de la Révolution française ». Au cours de la séance précédente, nous avons, à travers quelques temps forts, évoqué la quête de l'égalité, l'inlassable quête de l'égalité entre les Français, entre les hommes et les femmes, et entre les maîtres et les esclaves dans les colonies françaises à l'époque de la Révolution française, entre 1789 et 1815. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouvel enjeu et de nouveaux temps forts centrés autour de la Révolution et la monarchie. Parce qu'effectivement, nous savons tous que la Révolution française a contribué à trancher la tête du roi Louis XVI, et pour beaucoup de gens, il est évident qu'à partir du moment où la Révolution éclate, c'en est fini, et de la monarchie, et de la vie de Louis XVI. Or, en fait, comme je vais essayer de vous le faire comprendre, et je compte bien y parvenir, rien n'était écrit d'avance. La Révolution n'était pas nécessairement au départ l'ennemi de la monarchie, et vous verrez que, certes, la Révolution et la monarchie ont fini par diverger, divorcer, et même s'affronter, mais vous verrez que ce n'était pas écrit d'avance, et nous allons nous demander quelles sont les relations compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, entre la Révolution française et les différentes sortes de monarchies entre 1789 et 1815, parce qu'il n'y a pas que la monarchie absolue. Nous allons aussi parler de cette tentative ratée, mais de cette tentative de monarchie constitutionnelle entre 1790 et 1792. Et pour bien mesurer les enjeux et les temps forts, il faut commencer par le commencement, et le commencement, c'est le retour aux États généraux de la nation, rassemblés à Versailles à partir du 5 mai 1789. Ces États généraux que Louis XVI a convoqués pour tenter d'apporter une solution à la faillite qui menace la monarchie. Je vous rappelle que les caisses sont vides, et donc des élus des trois ordres sont montés à Paris avec un cahier de doléances sous le bras à présenter au roi. Louis XVI ne veut pas prendre connaissance des cahiers de doléances, c'est pas ce qui l'intéresse, et le problème c'est que les trois ordres ne parviennent à se mettre d'accord sur rien, puisque, je vous le rappelle, le tiers-état veut l'abolition des privilèges, les deux autres ordres ne veulent surtout pas que l'on touche aux privilèges, et quand bien même, miraculeusement, les trois ordres arriveraient à se mettre d'accord sur quelque chose à voter, ils ne sont pas d'accord non plus sur la manière de voter, parce qu'il existe deux façons de faire, mais au résultat opposé. On peut choisir de voter par ordre, et dans ce cas-là, c'est très simple. Chaque ordre a une voix, ce qui veut dire que tous les députés du même ordre votent la même chose, comme un seul homme, c'est le cas de le dire. Et dans ce cas-là, comme il y a trois ordres, il y a trois voix. Comme les deux ordres privilégiés vont voter ensemble, ça veut donc dire que dans ces conditions, le tiers-état ne sera jamais écouté, sera toujours battu, deux voix contre une. Donc le tiers-état refuse le vote par ordre. Lui, ce qu'il veut, c'est le vote par tête, c'est-à-dire que chaque député puisse avoir la liberté de décider
en son âme et conscience. Or, parmi les 1000 et presque 200, presque 1200 députés des États généraux, eh bien, les députés du tiers-État en possèdent plus de la moitié, ce qui veut dire que si on vote par tête, le tiers-État l'emportera et pourra décider d'abolir les privilèges et peut-être même de s'attaquer à la monarchie absolue. Donc, pas question d'autoriser le vote par tête, ce qui fait qu'on arrive à un blocage complet. Et au bout d'un mois, Louis XVI, qui perd patience, parce qu'il y a urgence quand même, décide que ça a été un coup pour rien, que ces États généraux n'ont débouché sur rien. Pire, il a 1200 députés à nourrir tous les jours dans son palais de Versailles. Donc Louis XVI décide de mettre fin aux États généraux et de renvoyer les députés chez eux. La noblesse et le clergé sont plutôt d'accord, parce que pour eux, l'essentiel, c'est d'empêcher l'abolition des privilèges. Donc, si les États généraux ne se réunissent plus, la menace est écartée. Le tiers-État, lui, ne va pas l'entendre de cette oreille. Parce que maintenant que le peuple a la parole, il n'a plus l'intention de se taire et il veut que les doléances deviennent réalité. Donc on arrive à un bras de fer avec la monarchie. Le roi Louis XVI fait fermer les portes de la salle des États généraux pendant que les députés sont partis déjeuner. Donc quand les députés du tiers-État reviennent, ils trouvent porte close et un cordon de soldats devant la porte. Donc Louis XVI compte que les députés du tiers-État rentreront chez eux, feront leur valise, quitteront le palais de Versailles et rentreront chez eux sans faire d'histoire. Mais c'est mal mesurer la colère et l'attente des députés du tiers-État qui vont décider de se réunir ailleurs que dans la salle des États généraux, mais toujours à Versailles, à quelques dizaines de mètres, dans une sorte de gymnase. En fait, c'est une sorte de salle de tennis, c'est l'ancêtre du tennis, ce qu'on appelle le jeu de paume, un jeu assez curieux d'ailleurs, avec une raquette dissymétrique, un terrain qui est lui-même dissymétrique, enfin bon bref. Et les députés du tiers-État prennent possession de la salle, et là, ils vont prendre une décision qui est majeure, qui est une déclaration de guerre littéralement à la monarchie absolue, puisqu'ils jurent de ne plus jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume de France. Et les faits sont très graves, parce que si on réfléchit au terme du serment, et on voit qu'ils lèvent tous la main vers le ciel pour prendre tout le monde à témoin, qu'ils engagent leur vie dans ce serment, dans cette prière. Si on réfléchit bien, donner une constitution au royaume, eh bien ça veut dire que le roi de France n'a plus tous les pouvoirs, parce que dans une constitution, eh bien, pensez à l'exemple de la constitution américaine que nous avons étudiée dans la séquence précédente quand on a fait la révolution américaine, la guerre d'indépendance, etc. Les Américains se sont dotés d'une constitution après leur victoire, après le traité de Paris, et la constitution américaine prévoit la séparation des pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Le président des États-Unis, George Washington, n'a pas tous les pouvoirs, parce qu'on est dans le cadre d'une constitution. Donc c'est une déclaration de guerre à l'absolutisme. Ça, c'était le 20 juin. Louis XVI va réagir, mais mollement,
parce qu'il n'a pas l'intention de faire couler le sang des Français, même des Français qui s'opposent à l'absolutisme. Et quand il apprend que les députés se sont à nouveau réunis dans la salle des États généraux, non seulement les députés du tiers-État, mais aussi ceux du clergé de la noblesse, qui étaient en train de boucler leurs valises, mais qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas laisser les députés du tiers-État devenir Assemblée nationale et tout décider par eux-mêmes, parce que dans ce cas-là, c'est la catastrophe. On va abolir les privilèges, et puis quoi d'autre encore? Donc, quand Louis XVI apprend que les députés continuent à siéger et qu'ils sont transformés en Assemblée nationale, il envoie son représentant, le marquis de Dreux-Brézé, avec sa veste rouge, menacer les députés en disant que s'ils ne se soumettent pas à l'autorité du roi, s'ils ne rentrent pas chez eux, s'ils n'abandonnent pas leur projet d'Assemblée nationale, eh bien, les armes parleront. Et là, un des députés du tiers-État, Mirabeau, qui est un comte, qui est donc un noble, qui aurait donc dû logiquement siéger avec la noblesse, mais qui a été élu par le tiers-État parce que la noblesse n'a pas voulu de lui, parce que Mirabeau mène une vie scandaleuse entre le vin, la bonne chère, les excès de table, la fortune qu'il dilapide au jeu et les femmes, eh bien, il fait scandale, la noblesse n'a pas voulu de lui, Mirabeau se venge, il a été élu par le peuple, et il prend la parole au nom du peuple, et il va répondre au marquis de Dreux-Brézé cette phrase qui restera célèbre: « Nous sommes ici de par la volonté du peuple, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Autrement dit, si tu veux nous faire taire, il faudra nous tuer. C'est très risqué comme pari, parce qu'après tout, Louis XVI aurait très bien pu passer aux actes, mais c'est un pari qui va se révéler gagnant. Louis XVI reste fidèle à sa politique de non-violence et va abandonner la partie. Il va laisser siéger les députés, considérant d'ailleurs qu'ils ne représentent pas réellement une menace. Hein, après tout, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, ce qu'ils décident n'aura aucune valeur. Et c'est un très mauvais calcul, parce que c'est justement parce que les États généraux devenus Assemblée nationale siègent en permanence que dans la nuit du 4 août, nous l'avons vu lors de la séance précédente, eh bien, c'est lors de la nuit du 4 août que les députés vont abolir définitivement les privilèges. Rappelez-vous, dans le contexte de la Grande Peur. Et le bras de fer entre la monarchie et la Révolution va se poursuivre et s'amplifier en dehors de Versailles. C'est-à-dire que le bras de fer va se poursuivre, mais à Paris. De nombreux députés du tiers-État sont des avocats originaires de Paris. Paris prend fait et cause pour la Révolution, et Paris prend peur. Décidément, hein, c'est la période qui veut ça, parce que nous sommes en juillet 1789, les campagnes sont en train de s'enflammer, les paysans attaquent les châteaux pour mettre le feu aux registres seigneuriaux. Les paysans ont peur, les seigneurs ont peut-être encore plus peur, mais les Parisiens ont peur, parce que les Parisiens se disent que c'est trop beau pour être vrai, le roi ne va pas tolérer longtemps que l'on remette en cause son autorité. Après tout, Louis XVI, c'est quand même un descendant de Louis XIV. Le roi va forcément réagir. On sait qu'à la cour, autour du roi, notamment la reine Marie-Antoinette, pousse le roi
à faire preuve d'autorité et à noyer dans le sang cette révolte des députés du tiers-État, hein, du peuple. On apprend que le roi rassemble des troupes qui lui sont fidèles, des troupes que les Parisiens vont d'autant plus détester que ces troupes sont composées de mercenaires, c'est-à-dire de soldats étrangers. Ça se faisait beaucoup à l'époque. On payait des soldats étrangers dont la fidélité était garantie par le paiement de leurs soldes. Si on les payait bien, avec un peu de chance, les mercenaires se battaient bien. Si on les payait mal, ils vous trahissaient à la première occasion. Et ces mercenaires sont des Allemands. Ils n'auront aucun état d'âme à verser le sang des Français, des Parisiens. Les Parisiens prennent peur, d'autant que des troupes entrent dans Paris, se comportent brutalement avec les Parisiens qui manifestent dans les rues contre leur venue. Il y a des rumeurs de charges de cavalerie. Les Parisiens prennent peur et la meilleure des défenses étant l'attaque, puisque les Parisiens sont sûrs que le roi va faire attaquer Paris pour faire un massacre parmi les révolutionnaires. Eh bien, les Parisiens décident de passer à l'attaque les premiers. Ils vont s'emparer d'un stock de fusils qui sont déposés dans un arsenal dans Paris. Mais ces 28 000 fusils sont inutiles sans la poudre et les balles. Or, la poudre et les balles sont entreposées dans un autre endroit pour des raisons de sécurité, tout bêtement. Parce que si jamais la poudre se mettait à exploser accidentellement, elle pourrait raser la ville, hein, les stocks sont énormes. On les a donc mis à l'abri des très épais murs de la forteresse royale de la Bastille, située à l'est de Paris, sur la rive droite. Cette forteresse que vous avez, dont vous avez une vision, une perspective cavalière. Cette forteresse qui sert aussi de prison, de moins en moins d'ailleurs, hein, la Bastille sert de moins en moins de prison. Il me semble que le 14 juillet, il doit y avoir 6 prisonniers, essentiellement pour dette, parce qu'à l'époque on pouvait enfermer les gens pour dette, tant qu'ils ne payaient pas, ils ne sortaient pas. Il doit y avoir un fou aussi, je crois, qui est enfermé à la Bastille. Rappelez-vous, Voltaire, jeune philosophe des Lumières, s'est retrouvé enfermé 2 fois à la Bastille, hein, à l'époque. Mais là, la prison est presque abandonnée, mais c'est une menace pour les Parisiens parce qu'il y a des canons sur les remparts, sur le chemin de ronde, des canons qui peuvent éventuellement tirer sur Paris, si jamais le roi en donnait l'ordre. Et puis, quand bien même le roi ne donnerait pas l'ordre de tirer au canon sur les Parisiens depuis les tours de la Bastille est un symbole de l'absolutisme. Et ça, pour les Parisiens révolutionnaires, c'est insupportable. Autant de raisons de marcher sur la Bastille. Et les choses vont dégénérer, parce que, bien entendu, le gouverneur de la Bastille, le marquis de Launay, quand il voit arriver la foule grouillante des Parisiens qui viennent réclamer l'ouverture des portes pour s'emparer de la poudre et des balles et pour libérer les prisonniers, le marquis de Launay, il s'enferme, il se barricade, il a une toute petite garnison, mais il n'est pas inquiet parce qu'il a la force pour lui, et le marquis de Launay est loyal, il ne tient ses ordres que du roi. Donc il finit par faire tirer sur les Parisiens en se disant que les Parisiens, quand ils vont voir qu'ils tombent comme des mouches, ils finiront par se décourager et rentrer chez eux. C'est mal connaître les Parisiens qui vont recevoir en plus un renfort inespéré, celui de professionnels, parce qu'il y a un régiment de soldats qui est tout proche de la Bastille, et qui plus est, un régiment, le régiment de la garde, qui est composé de Parisiens, qui n'est pas composé de mercenaires étrangers. Et quand les gardes françaises se rendent compte que le peuple de Paris,
dont ils sont parfois les frères, les fils, les cousins, se fait tirer dessus par les défenseurs de la Bastille, eh bien, les gardes françaises entrent dans le combat, mais pas contre le peuple, avec le peuple, en soutien du peuple. Les gardes françaises apportent leur propre artillerie. Ça permet aux Parisiens de s'emparer de la Bastille, contre toute attente, hein, parce que le combat semblait perdu d'avance pour les Parisiens. Nous sommes le 14 juillet 1789. Et là, pour le marquis de Launay, les choses vont se compliquer, hein, parce que les Parisiens ont eu beaucoup de morts. Les combats ont été violents. Et les Parisiens sont assoiffés de vengeance. Ils vont s'emparer du marquis de Launay. Ils vont le lyncher. Ils finiront par lui trancher la tête. Il paraît-il d'ailleurs une autre partie du corps que je ne nommerai pas ici. La tête va être déposée sur une pique, sur une lance, une pique révolutionnaire, et la tête sera baladée à la lueur des flambeaux, des lampes, des torches, dans tout Paris, dans la nuit. Et là, les choses se compliquent parce que le bras de fer entre le roi et la Révolution s'est transformé en fossé de sang. Et le roi est mis au courant, mais alors l'anecdote est célèbre, hein, le roi est mis au courant, on le réveille en pleine nuit parce que le roi était à Versailles, hein, donc loin de Paris, enfin loin de Paris relativement. Le roi a passé sa journée à chasser, il a été mis au courant dans la nuit. Le marquis, je crois que c'est toujours de Dreux-Brézé d'ailleurs, le réveille et lui annonce que les Parisiens ont attaqué la Bastille, se sont emparés de la Bastille, ils ont tué le marquis de Launay, une bonne partie de la garnison. Louis XVI n'en revient pas parce qu'il ne comprend pas, il ne voit pas pourquoi les Parisiens ont attaqué la Bastille. Donc on lui prête cette parole, mais c'est une révolte. Et le marquis de Dreux-Brézé lui répond: non, sire, c'est une révolution. Parce qu'en fait, une révolte, c'est quelque chose de localisé, c'est quelque chose qui est spontané, j'allais dire sur un coup de tête, en général sans lendemain. Une révolution, c'est quelque chose qui est une sorte de tsunami, de raz-de-marée qui emporte tout sur son passage. Et Louis XVI, alors ça peut paraître étonnant, certains y verront un manque de caractère, mais Louis XVI va rester fidèle à sa politique. Il ne veut pas d'une guerre civile, il ne veut pas faire couler le sang des Français, il pense que les choses peuvent encore s'améliorer. Et il va pardonner aux Parisiens, il va ordonner aux troupes de mercenaires qui sont entrés dans Paris de quitter Paris, il va éloigner les autres, il va accepter le démantèlement de la Bastille, c'est-à-dire qu'il va accepter que la Bastille soit démolie pierre par pierre, puisque les Parisiens considèrent qu'elle constitue une menace, eh bien, il accepte que la menace disparaisse, et mieux encore, il va accepter de ne pas se venger de la mort de ses soldats, et surtout du marquis de Launay. Donc là, on peut quand même reconnaître que Louis XVI multiplie les gestes d'apaisement. Et c'est notamment pour cette raison que, dans les premiers temps, il semble que la Révolution et la monarchie puissent cohabiter, coexister. Et les Parisiens eux-mêmes en conviennent. Louis XVI est un bon roi, c'est un roi aimé. On n'a rien contre le roi. C'est contre la monarchie absolue que l'on a quelque chose à combattre. Mais le roi en lui-même, on l'aime, on le respecte, et on pense que le roi va devenir un soutien de la Révolution. Et d'ailleurs, le roi continue à multiplier les gestes de bonne volonté.
On en a parlé lors de la séance précédente, en octobre 1789, quand les femmes viennent manifester leur colère au cri de «On veut le boulanger, la boulangère et le petit mitron sous ses fenêtres du palais de Versailles», Louis XVI a accepté de rentrer à Paris, de s'installer au palais des Tuileries. Il a même accepté de signer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, pourtant, proclame que les hommes sont libres et égaux en droit, donc il accepte l'inacceptable, c'est-à-dire l'abolition des privilèges. Il accepte aussi, encore plus inacceptable, la fin de la monarchie absolue, puisque la DDHC précise que le gouvernement du peuple ne peut pas être dans la main d'un seul homme. Donc quand même, ça fait beaucoup de gestes de bonne volonté. Et voilà qu'un an plus tard, le 14 juillet 1790, c'est pas un hasard, c'est le jour anniversaire de la prise de la Bastille, eh bien, se déroule, le roi l'a accepté, se déroule la fête de la Fédération. Et la fête de la Fédération, c'est une grande fête de réconciliation nationale, puisque on fait monter à Paris des Français de de toutes les provinces, de tous les départements, puisque les départements viennent d'être créés par l'Assemblée nationale. Donc il y a des Bourbonnais, il y a des gens de l'Allier qui vont monter à Paris. Plus de 10 000 Français vont défiler sous un arc de triomphe qui n'est pas celui de la place de l'Étoile. Lui, il sera construit par Napoléon et beaucoup plus tard. C'est un arc de triomphe en bois et en plâtre qui donne l'illusion d'être en marbre, en pierre en marbre, mais en réalité c'est un arc de triomphe provisoire, c'est presque un décor de théâtre. Mais l'essentiel n'est pas là, c'est que cet immense défilé doit marquer la réconciliation publique définitive entre le roi et son peuple. Vous apercevez à la droite de l'image un dais, DAI, c'est-à-dire comme un vélum, c'est-à-dire une toile montée sur des piliers qui protège les gens qui sont dessous du soleil. Et bien sous ce dais se trouve le roi et la famille royale qui assistent en bonne place au défilé de la fête de la Fédération. Et Louis XVI ne se contente pas d'être un simple spectateur au milieu de son peuple. Devant les députés de l'Assemblée nationale, des trois ordres, noblesse, tiers état, clergé, parce que je vous rappelle que l'abolition des privilèges n'abolit ni le clergé ni la noblesse. En présence du marquis de Lafayette, qui vient d'être nommé chef de la garde nationale de Paris. Ah oui, encore une concession du roi. Il ne suffisait pas aux Parisiens de s'armer et de démanteler, de détruire la Bastille. Les Parisiens ont exigé du roi qu'il autorise la création d'une sorte d'armée de Paris composée de volontaires parisiens qui financent eux-mêmes leurs armes et leurs uniformes et qui n'obéissent pas au roi, ce n'est pas une armée royale, qui obéissent au maire de Paris. Et oui, parce que Paris s'est également doté, comme toutes les communes de France, en même temps que les départements ont été créés les mairies, et donc Paris s'est doté d'un maire, et cette garde nationale, commandée par Lafayette, est aux ordres non pas du roi, mais du maire de Paris. Et Lafayette en est le chef, parce que, rappelez-vous, c'est un noble, il a l'oreille du roi, il est fidèle à son roi, mais c'est un noble qui s'est battu pour la liberté,
pendant la Révolution américaine, donc il a aussi la confiance du peuple. Après tout, c'est bien Lafayette qui a convaincu le roi de rentrer à Paris et d'accepter la DDHC. Et en présence donc des députés, en présence donc des représentants du peuple, en présence de Lafayette, le roi jure serment de fidélité à la nation et à la Constitution que les députés de l'Assemblée nationale sont en train de préparer. Donc ça veut dire que devant son peuple rassemblé sur le Champ de Mars à Paris, ce 14 juillet 1790, le roi annonce publiquement qu'il renonce à la monarchie absolue. Sous les yeux du dauphin, c'est-à-dire de son fils, qui n'est qu'un enfant, qu'on aperçoit au-dessus du trône royal, tenu à bout de bras par sa mère, Marie-Antoinette, la reine de France, qui voilà, montre le futur roi qui ne sera donc pas un monarque absolu, puisque son père a renoncé à l'être déjà pour lui-même. Donc dans ces conditions, rien n'empêche la monarchie de coexister avec la Révolution. Les deux peuvent aller main dans la main sur le même chemin. Et le fait est que la Constitution de septembre 1791, un peu plus d'un an après cette grande fête de réconciliation générale, consacre la coexistence entre la cohabitation entre le roi et la Révolution. Comme le montre ce schéma, le roi est toujours le roi, mais non plus de France. Ça, c'était son titre sous la monarchie absolue. Il est devenu le roi des Français. Et vous pouvez trouver la nuance, la différence subtile, inexistante. En réalité, cela veut dire que le roi est roi de par la volonté de son peuple, et non plus de par la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de la philosophie des Lumières, d'un Diderot, d'un Rousseau, qui affirmait, rappelez-vous aussi, c'est ce que disait le texte de la Déclaration d'indépendance américaine, que le gouvernement, donc le roi, doit provenir du consentement des gouvernés, autrement dit de l'accord du peuple qui est gouverné par ce roi. Et c'est donc le cas aujourd'hui. Le roi n'est pas élu, je vous ferai remarquer, mais il est voulu, d'une certaine manière, par son peuple. Le peuple, il est tout en bas du schéma. Il est composé de citoyens actifs et de citoyens passifs. Alors les citoyens passifs n'ont pas été représentés sur le schéma puisqu'ils n'ont aucun pouvoir, et en particulier, ils n'ont pas le pouvoir de voter. Ils n'élisent personne. Pourquoi sont-ils passifs? Eh bien parce qu'ils sont trop pauvres, parce que cette révolution en marche est faite d'abord par les bourgeois, la bourgeoisie marchande, commerçante, les riches, et que les riches se méfient des pauvres et de leurs idées. Et donc il n'est pas question, 1791, de donner le droit de vote aux pauvres, et je ne parle même pas des femmes, hein, mais tout simplement aux pauvres. Les citoyens actifs vont élire leurs députés. Alors pareil, la confiance est quand même assez faible parce que en réalité, les citoyens actifs élisent des grands électeurs, alors pas grands par la taille, mais grands par le pouvoir, puisque ce sont ces grands électeurs, choisis parmi les plus riches des Français, qui éliront à leur tour les députés de l'Assemblée nationale. Donc c'est une élection indirecte, mais c'est au moins une élection. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que les Français sont devenus des citoyens pour la totalité, même si certains sont actifs passifs, mais il faut aussi voir que les pouvoirs sont séparés. Comme l'affirmait Montesquieu, dans une démocratie, les pouvoirs
les trois pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif, judiciaire, doivent être séparés. C'était le cas avec la Constitution des États-Unis d'Amérique, c'est le cas avec la Constitution de la monarchie constitutionnelle de 1791. Alors cette constitution, elle a fait l'objet de beaucoup de désaccords, de beaucoup de négociations, de compromis entre ceux qui voulaient limiter le plus possible les pouvoirs du roi, c'est-à-dire les révolutionnaires les plus ardents. Et puis, de l'autre côté, il y avait les partisans du roi qui voulaient sauver tout ce qu'il était possible de sauver de la monarchie absolue. Et donc, on arrive à cette synthèse impossible, comme je l'appelle dans le titre du document, où on pense avoir atteint un idéal, une constitution qui fonctionne bien, mais en réalité, la suite va prouver le contraire. C'est-à-dire qu'on a voulu non seulement séparer les pouvoirs, mais les rendre interdépendants l'un de l'autre. Je m'explique. C'est l'Assemblée nationale, détentrice du pouvoir législatif, qui vote les lois. C'est normal, c'est son boulot. Mais elle a quand même besoin du roi des Français, chef du pouvoir exécutif, pour faire exécuter les lois. C'est logique, c'est le pouvoir exécutif qui fait exécuter les lois, qui les rend applicables. Or, les partisans de la monarchie ont obtenu un droit de veto. C'est-à-dire, veto en latin n'a rien à voir avec vétérinaire, veto c'est dire je refuse. C'est-à-dire que le roi des Français possède, ce qui est un véritable privilège, celui de pouvoir dire, eh ben non, cette loi qui a été votée ne me plaît pas, je la range dans un tiroir et elle ne sera pas appliquée. C'est un veto qui est suspensif pour 4 ans, mais c'est un droit énorme à l'époque. C'est comme une sorte de joker dans un jeu de cartes, sauf que dans un jeu de cartes, les jokers, il y en a un nombre très limité, 1 ou 2, et que la Constitution n'a pas prévu de limitation au pouvoir du droit de veto suspensif du roi. Donc ça veut dire qu'en fait, le roi de France, il peut bloquer toutes les lois qui lui déplaisent, donc les lois les plus révolutionnaires, et évidemment, il ne va pas se gêner pour les bloquer. Et pourquoi se gênerait-il? Puisque la Constitution lui accorde ce pouvoir. Et puis, autre exemple d'interdépendance entre les deux pouvoirs, à l'époque de Louis XIV, le roi voulait déclarer la guerre, il déclarait la guerre, il demandait l'avis de personne, il faisait la guerre. À partir de septembre 1791, le roi des Français propose la guerre, mais il la propose à qui? Il la propose aux députés de l'Assemblée nationale. Voilà, messieurs les députés, je vous propose de déclarer la guerre à l'Autriche, à l'Angleterre, et ce sont les députés qui décident de l'entrée en guerre. Autrement dit, le roi prend le risque, et c'est quand même pas un risque négligeable, de se couvrir de ridicule en allant proposer aux députés une guerre que les députés lui refuseront. Ça, c'est une concession qui a été faite aux partisans de la Révolution. C'est-à-dire limiter le plus possible les pouvoirs du roi. Et donc on se dit qu'en limitant les pouvoirs des uns de l'autre et en rendant ces pouvoirs interdépendants, on a obtenu une constitution idéale qui permettra de faire cohabiter la Révolution et la monarchie. Mais en fait, non, ça ne peut pas fonctionner puisque chacun peut bloquer l'autre, donc ça ne peut pas marcher. Et cette constitution de 1791 est une des raisons de l'échec final de la cohabitation entre la monarchie et la Révolution. Et du reste, le premier à en payer le prix, c'est Louis XVI. Louis XVI qui est ici caricaturé en roi Janus, ce roi de la mythologie latine, qui avait 2 visages et donc 2 discours, puisqu'on voit le même Louis XVI se tourner vers un député de l'Assemblée nationale
la main sur la déclaration des droits de l'homme ou tout simplement la main sur la loi qui vient d'être votée par les députés. Et vous avez le roi qui affirme qu'il soutiendra la Constitution, c'est-à-dire qu'il sera fidèle à la Révolution. Et le même Louis XVI, tout aussi imperturbablement, se tourne vers ce qui semble être un cardinal ici, mais ça pourrait être un duc, c'est-à-dire un ennemi de la Révolution, un membre des deux ordres anciennement privilégiés, noblesse ou clergé, et il affirme sur le même ton qu'il détruira la Constitution. Autrement dit, qu'il est un ennemi de la Révolution. Eh bien oui, c'est difficile pour le roi de se prétendre l'ami de la Révolution comme il le fait depuis quelque temps, et puis de bloquer toutes les lois dès lors qu'elles veulent révolutionner l'économie ou la société du pays. Il y a là un double discours qui n'échappe à personne, et qui n'échappe absolument pas en particulier aux ennemis du roi, ceux qui ne lui font pas confiance, ceux qui considèrent que c'est un menteur, un hypocrite. Et c'est pour ça que Louis XVI va gagner en impopularité, et il va devenir le héros malgré lui d'une chanson révolutionnaire, d'un chant révolutionnaire d'une très grande violence qui s'intitule La Carmagnole. Dansons la Carmagnole, vive le son, dansons la Carmagnole, vive le son du canon, dans lequel Louis XVI est rebaptisé Monsieur Veto, c'est-à-dire celui qui bloque toutes les lois, c'est-à-dire l'ennemi de la Révolution. Et donc on comprend bien que dans ces conditions, la cohabitation monarchie-royauté risque de ne pas durer finalement si longtemps que cela. Alors, on en arrive à la première partie de notre leçon, la première trace écrite, intitulée « De la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle ». La monarchie absolue est balayée dans les premières semaines de la Révolution. Le serment du jeu de paume du 20 juin 1789 engage les députés du tiers-État dans un bras de fer victorieux avec le roi. Le 26 août 1789, les États généraux autoproclamés Assemblée nationale mettent fin à l'absolutisme en imposant dans l'article 3 de la DDHC le principe de la souveraineté du peuple. Louis XVI multiplie en apparence les gestes de bonne volonté envers la Révolution. La Constitution de 1791 confirme la séparation des pouvoirs. Dans la monarchie constitutionnelle, le roi des Français ne détient plus que le pouvoir exécutif, même s'il bloque les lois révolutionnaires votées par l'Assemblée grâce à son droit de veto.